Dans la nuit du 1er mai 2011, le ciel au-dessus du Pakistan est silencieux, à peine troublé par le frémissement des vents de la montagne et le bruissement des arbres autour des collines d'Abbottabad. 2 hélicoptères de combat survolent la ville endormie, comme 2 ombres prêtes à frapper. À l'intérieur, une équipe de Navy Seals, 20 hommes triés sur le volet, s'apprête à accomplir l'opération la plus audacieuse de l'ère Obama, l'élimination d'Oussama Ben Laden, l'homme le plus recherché au monde. Leur mission, codée Geronimo, est le point culminant de 10 ans de traque, d'échecs et d'ombres, de rumeurs et de fausses pistes. Chaque geste est calculé, chaque respiration contrôlée. Le temps semble suspendu, comme si le destin de la planète entière dépendait de cette nuit. À des milliers de kilomètres de là, à Washington, le président Barack Obama se retire dans la Situation Room, la salle de crise de la Maison-Blanche, entouré de ses conseillers les plus proches. Les lumières tamisées, les écrans clignotants et les téléphones sécurisés forment un cocon de tension et de concentration. Ici, loin du tumulte du monde, la décision finale est sur le point d'être prise. Pendant ce temps, dans une maison apparemment ordinaire à Abbottabad, Ben Laden feuillette tranquillement le journal d'Al Jazeera, comme tous les soirs, ignorant que sa vie est sur le point de basculer. L'opération est minutieusement préparée depuis des mois. Les hélicoptères sont équipés de camouflage, les pales sont silencieuses et chaque détail du vol nocturne a été répété à l'infini. Mais le destin, implacable, ne se laisse jamais entièrement prévoir. Le premier Black Hawk heurte un mur d'enceinte en approchant de la résidence, un accident qui pourrait compromettre toute la mission. Pourtant, malgré la panique instantanée dans la Situation Room, les commandos poursuivent leur progression. Ils connaissent leur objectif, atteindre le 3e étage de la maison, là où Ben Laden se cache. En quelques secondes, le silence de la nuit est brisé par les tirs précis des Navy Seals. En moins d'1 minute, le chef d'Al-Qaïda tombe, abattu de 2 balles, et avec lui, le voile de mystère sur sa présence physique s'efface. Dès l'aube, Abbottabad se réveille dans l'incrédulité. Les voisins ne peuvent croire que l'homme le plus recherché au monde a vécu à quelques rues d'eux pendant 5 ou 6 ans. La maison est scellée, les médias affluent de toutes parts, et les débris du Black Hawk détruits gisent dans la cour. À l'intérieur, 3 corps sont découverts, 2 gardiens et Khaled, l'un des fils de Ben Laden. Mais les secrets et motivations du terroriste s'éteignent avec lui. La traque a duré 10 ans, et pourtant, beaucoup de questions restent sans réponse. Pourquoi a-t-il fallu tant de temps pour le retrouver? Comment un homme aussi recherché a-t-il pu vivre dans une ville si surveillée? Pour la Maison Blanche, l'histoire de ces dernières nuits se résume à un compte à rebours précis de 3 jours, une mécanique presque clinique de décision et d'action. Tout commence le vendredi 29 avril 2011, 3 jours avant la fin. Le monde entier a les yeux tournés vers Londres, captivé par le mariage royal de Kate et William, ignorant que, dans l'ombre, des décisions de vie ou de mort se jouent à des milliers de kilomètres. Ce jour-là, Barack Obama prend seul la décision de donner le feu vert pour l'élimination de Ben Laden. Les commandos sont choisis, entraînés et envoyés à la base de Jalalabad, prêts à franchir la frontière invisible qui sépare le Pakistan de l'Afghanistan. Le samedi 30 avril, le Pakistan célèbre un exploit sportif inattendu. Son équipe de cricket terrasse la Barbade dans un match historique. Mais la météo décide du sort de la mission américaine. Un orage violent à Abbottabad force le report du raid au lendemain. Plus tard dans la soirée, le président et son épouse assistent au dîner des journalistes à Washington, un événement mondain teinté d'humour et de légèreté. Les rires fusent lorsque le comique de service fait une blague sur Ben Laden, ignorant que ce dernier passe sa dernière nuit dans cette maison pakistanaise. La tension et le décalage entre les mondes, le glamour à Washington et le danger à Abbottabad sont saisissants. Dimanche 1er mai, l'opération Geronimo entre dans sa phase finale. À 22h30 locale, à Jalalabad, les 4 hélicoptères, 2 Chinook et 2 Black Hawk sont vérifiés pour la dernière fois. Les 23 Navy Seals embarquent, chacun avec un entraînement intensif, une précision chirurgicale et la certitude qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Les pilotes, experts du vol nocturne en zone hostile, savent que chaque erreur peut être fatale. Pourtant, malgré toutes les précautions, le premier hélicoptère perd le contrôle et s'écrase. La mission pourrait échouer, mais la détermination des commandos reste intacte. Ils progressent, analysent la maison, franchissent chaque étage avec un silence mortel, jusqu'à atteindre la chambre où Ben Laden se cache. 2 balles suffisent à mettre fin à une traque qui a duré une décennie. À Washington, le président Obama prépare l'annonce au monde entier. Il est 22h à la capitale américaine, mais la Maison Blanche est encore illuminée, symbolisant la gravité de l'événement. L'histoire de Ben Laden,
jusqu'alors éthéré et insaisissable, se matérialise enfin par un communiqué officiel. Les États-Unis ont mené une opération qui a tué Oussama Ben Laden, annonce le président. Des milliers de kilomètres plus loin, à Abbottabad, les habitants découvrent l'inimaginable. L'homme qu'ils pensaient inconnu vivait parmi eux. La CIA, le Pentagone et la NSA ont travaillé en silence pendant 10 ans, rassemblant indices, filatures et écoutes pour tracer les mouvements de Ben Laden. Le fil rouge de cette traque a été un informateur clé, Al-Kuwaiti, identifié grâce à un repérage électronique minutieux, des satellites et l'analyse linguistique d'experts spécialisés. Chaque indice, chaque conversation interceptée, a rapproché les agences du moment décisif. Cette traque a été un mélange de technologie, de patience et d'intuition, dans un pays complexe où la frontière entre alliés et ennemis est floue et où la géopolitique rend chaque décision délicate. Revenir en arrière, c'est comprendre que la traque de Ben Laden est née bien avant l'opération finale. Dès le 11 septembre 2001, après l'effondrement des tours de Manhattan, l'Amérique est anéantie mais déterminée. Ben Laden devient l'ennemi absolu, sa tête mise à prix pour 25 millions de dollars. Mais malgré l'immense travail des services de renseignement, des occasions manquées et des rivalités internes ralentissent la chasse. La CIA et le Pentagone se disputent les informations, la coordination est imparfaite, et Ben Laden échappe à plusieurs tentatives d'élimination. Sa cavale se poursuit dans les montagnes de Tora Bora, les territoires tribaux du Pakistan et dans l'ombre des villes, à travers des réseaux fidèles et des refuges soigneusement choisis. La traque est semée d'embûches, d'erreurs politiques, de malentendus culturels et d'informations contradictoires. Pourtant, les espions, les journalistes et les soldats américains persistent, adaptant leurs méthodes, utilisant la récompense financière, l'analyse linguistique et le renseignement humain pour réduire les zones d'ombre jusqu'au moment décisif de mai 2011. Après la mort de Ben Laden, une question obsède immédiatement les analystes du renseignement. Comment l'homme le plus recherché de la planète a-t-il pu échapper pendant près de 10 ans à la plus puissante machine de surveillance jamais créée? Pour répondre à cette question, il faut remonter bien avant Abbottabad, bien avant même le 11 septembre 2001, et comprendre qui était réellement Oussama Ben Laden. Né en 1957 en Arabie Saoudite, Ben Laden est issu d'une famille immensément riche, proche du pouvoir royal. Très tôt, il adopte une vision radicale de l'islam et se forge une réputation durant la guerre contre l'occupation soviétique en Afghanistan dans les années 1980. À cette époque, il n'est pas encore l'ennemi de l'Occident. Il est même indirectement soutenu par les États-Unis qui financent les Moudjahidines pour affaiblir l'Union soviétique. Cette guerre façonne son idéologie, son réseau et sa conviction que des combattants déterminés peuvent vaincre une superpuissance. Après le départ des Soviétiques, Ben Laden ne disparaît pas. Il transforme son réseau en une organisation structurée, Al-Qaïda. Son objectif est clair, combattre l'influence occidentale dans les pays musulmans, en particulier celle des États-Unis, qu'il considère comme une force d'occupation et de corruption. Dans les années 1990, il finance, organise et inspire plusieurs attaques contre des intérêts américains, notamment les attentats contre les ambassades américaines en Afrique de l'Est en 1998, qui font plus de 200 morts. Dès ce moment, il devient une cible prioritaire pour Washington. Pourtant, malgré plusieurs occasions, Ben Laden échappe aux frappes américaines. À la fin des années 1990, des missiles sont lancés contre des camps d'entraînement en Afghanistan, mais il n'est jamais au bon endroit au bon moment. Ces échecs nourrissent son sentiment d'invincibilité. Il se déplace constamment, utilise des messagers plutôt que des téléphones, évite toute technologie moderne et s'enfonce dans des zones où l'État n'existe presque plus. Puis vient le 11 septembre 2001. En quelques heures, le monde bascule. Les attentats contre le World Trade Center et le Pentagone provoquent une onde de choc mondial. Près de 3000 personnes meurent. Pour les États-Unis, c'est un traumatisme national. Pour Ben Laden, c'est l'attaque qui le propulse au sommet de la liste des ennemis publics. La guerre contre le terrorisme commence officiellement. L'Afghanistan est envahi. Les talibans sont chassés du pouvoir. Et la traque de Ben Laden devient une obsession. À Tora Bora, dans les montagnes afghanes, les forces américaines pensent être à 2 doigts de le capturer. Des bombardements massifs sont lancés, les forces spéciales progressent, mais Ben Laden réussit à s'échapper, probablement en traversant la frontière pakistanaise. Cette fuite marque l'un des plus grands échecs stratégiques de la guerre contre le terrorisme. Pendant des années, cette occasion manquée sera étudiée, critiquée et analysée par les militaires et les responsables politiques américains. À partir de ce moment, Ben Laden disparaît presque totalement des radars. Plus aucune image récente, seulement des messages audio diffusés sporadiquement. Certains experts doutent même qu'il soit encore en vie.
D'autres pensent qu'il est protégé par des réseaux puissants au Pakistan. Les services de renseignement américains explorent toutes les pistes. Chefs tribaux, informateurs payés, interrogatoires de prisonniers à Guantanamo, écoutes satellitaires. Mais rien ne permet de localiser précisément sa cachette. C'est finalement une stratégie indirecte qui portera ses fruits. Plutôt que de chercher Ben Laden lui-même, la CIA se concentre sur son entourage, et en particulier sur ses messagers. Ben Laden n'utilise ni téléphone ni Internet. Il confie toutes ses communications à quelques hommes de confiance. Parmi eux, un nom revient régulièrement, Abu Ahmed al-Kuwaiti. Pendant des années, ce nom circule dans les rapports, sans localisation précise, jusqu'au jour où une information qui permet de l'identifier et de le suivre. En 2010, les analystes de la CIA repèrent al-Kuwaiti au Pakistan. Ils le suivent discrètement jusqu'à Abbottabad. Là, ils découvrent une résidence inhabituelle, haute de plusieurs étages, entourée de murs imposants, sans ligne téléphonique ni connexion Internet, avec des déchets brûlés plutôt que jetés. Tout indique qu'une personne extrêmement importante vit à l'intérieur. Mais aucune preuve visuelle directe de la présence de Ben Laden n'est obtenue. L'homme ne sort jamais. Pendant des mois, la Maison Blanche débat. Faut-il bombarder la maison, envoyer des drones, lancer un raid au sol? Chaque option comporte des risques énormes. Bombarder pourrait tuer Ben Laden, mais sans preuve formelle. Un raid pourrait échouer et provoquer une crise diplomatique majeure avec le Pakistan. Barack Obama sait que la décision définira sa présidence. Finalement, il choisit l'option la plus risquée, mais aussi la plus précise, une opération des forces spéciales. Ainsi naît l'opération Geronimo. Les Navy Seals s'entraînent sur une réplique exacte de la maison. Chaque étage est mémorisé, chaque mouvement répété. L'objectif est simple, entrer, identifier Ben Laden, le neutraliser, récupérer un maximum de documents et repartir sans laisser de traces. Aucun Pakistan n'est informé. Le secret est total. La nuit du 1er mai 2011 est l'aboutissement de tout cela. En moins de 40 minutes, une décennie de traque prend fin. Les commandos repartent avec le corps de Ben Laden, ainsi que des disques durs, des documents et des notes manuscrites qui permettront de mieux comprendre le fonctionnement d'Al-Qaïda. Quelques heures plus tard, son corps est immergé en mer, selon la version officielle, afin d'éviter tout lieu de pèlerinage. Mais même après sa mort, les débats continuent. Certains critiquent les zones d'ombre de l'opération. D'autres s'interrogent sur le rôle du Pakistan. Des théories émergent, des versions contradictoires circulent. Ce flou alimente le mythe de Ben Laden, même après sa disparition. Ce qui est certain, c'est que la mort de Ben Laden marque la fin d'une ère. Al-Qaïda ne disparaît pas, mais elle est profondément affaiblie. Le monde entre dans une nouvelle phase du terrorisme, plus fragmentée, plus imprévisible. Quant aux États-Unis, ils peuvent enfin refermer un chapitre ouvert dans la fumée et le chaos du 11 septembre. 10 ans de traque, des milliers de morts, des milliards dépensés, et une nuit, à Abbottabad, qui restera à jamais gravée dans l'histoire contemporaine.